cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir, merci d'avoir choisi. Peut-être vers un dénouement définitif de la crise au sein du parti CDS Rahma. Ce matin, les partisans des deux ailes du parti se sont retrouvés côte à côte pour une première déclaration de presse. Les Échos dans ce journal. Depuis ce matin à Niamey, des travaux entrant dans le cadre de la journée d'information initiée par le syndicat national des agents du Trésor. Une cérémonie placée sous la présidence du ministre en charge des Finances, M. Gilles Bailly. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Le centre culturel Oumarou Ganda de Niamey a servi de cadre à une importante déclaration rendue publique ce matin par le comité de réconciliation au sein du parti CDS Rahma. Une déclaration, la première qui rassemble depuis le début de la crise, les deux ailes du parti autour de la même table, n'est-ce pas, Issa Mustafa? Enfin, une lueur d'espoir pour la réconciliation après le culte du démon de la division dans les rangs du CDS Rahma. Un comité paritaire a été mis en place composé de 6 membres de chaque aile du CDS créé en 1991 pour répondre aux aspirations de tout un peuple qui a connu une série de crises, dont la toute dernière est la plus profonde de son existence. Ce qui donne lieu d'ailleurs à l'arrêt de la Cour d'État annulant le congrès de Zender en septembre 2011. D'autres pourparlers ont été engagés à l'issue du congrès de Maradi pour sauver le parti. À présent que l'espoir est permis, faisons en sorte que par la paix des cœurs et des esprits, notre parti redevienne ce qu'il aurait dû toujours être, c'est-à-dire un parti rassembleur avec qui il faille toujours compter sur l'échiquier politique national. Après plusieurs rencontres, le comité paritaire a convenu de rendre publique la présente déclaration qui concrétise la convergence des points de vue. Cette déclaration servira de tremplin pour l'œuvre de rassemblement et de sauvegarde de notre parti. La sortie de crise passe donc obligatoirement par l'organisation d'un congrès et toutes les militantes et tous les militants doivent s'y atteler. Raison pour laquelle le comité lance un appel à tous les responsables du parti à mettre de l'eau dans leur vin. Cet appel s'adresse également à toutes les militantes et à tous les militants pour qu'ils se mobilisent pour la réussite de la réunification du parti à travers l'organisation et la tenue d'un congrès dans les meilleurs délais. En définitive, nous, membres du comité, restons résolument engagés à tout mettre en œuvre pour mobiliser et rassembler toutes les militantes et tous les militants, toutes les sympathisantes et tous les sympathisants pour hisser haut les couleurs CDS Rahma, notre grand parti. C'est donc le début d'un processus d'apaisement de cette longue crise qui continue à déchirer le CDS Rahma de Maman Ousmane. Reste à savoir si ce comité va réussir à relever le défi en mettant fin à ce bicéphalisme. Pour l'instant, l'aile de Maman Ousmane n'a pas encore dit son dernier mot pour la tenue d'un prochain congrès CDS Rahma. À présent, l'entretien que nous a accordé Moussa Keita, conseiller national du MNCD Nassara, également chargé de mission à la présidence de la République. Un entretien qui porte sur la situation politique actuelle qui prévaut au Niger. Moussa Keita qui était interrogé par Rachida Altini. Le juge nous a renvoyé à l'article 85. On ne nous a pas donné raison. On ne les a pas donné raison. On nous a renvoyé à l'article 85 qui les condamne eux aussi, c'est-à-dire qu'ils doivent obligatoirement passer par cette commission pour exclure un membre du bureau politique ou un militant. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais à ma grande surprise, aujourd'hui, à travers les journaux, j'ai vu une lettre datée du 13 août 2013, signée par le camarade Seyni Oumarou, au président de la commission
de conciliation et d'arbitrage et de conciliation, pardon. Donc, je ne suis pas surpris. Mais justement, les 9 membres exclus ne peuvent plus s'exprimer au nom du parti. Je suis désolé. Comment est-ce qu'ils prennent? Je suis désolé. Ils peuvent s'exprimer. Les avocats ont intervenu. C'est le statu quo. Qu'est-ce qui se passe? On nous renvoie. Le juge nous a renvoyé à l'article 85. Nous devons passer par l'article 85 pour saisir, avant de saisir la justice, nous devons passer par l'article 85. Mais eux, en nous excluant, ils n'ont pas passé par l'article 85. Qu'ils le prouvent. Et je pense que nos camarades peuvent s'exprimer au nom du MNSD Nassara. Et personne ne peut les empêcher de s'exprimer au nom du MNSD. Je vous donne l'exemple du président de la section de Niamey, Amadou Salifou. Amadou Salifou, le bureau politique, ils disent qu'ils l'ont exclu. Mais Amadou Salifou, ses résultats qu'il a eu au niveau de la commune de Niamey, c'est ne les a pas eu. Dans sa commune à Tilabéry, il a eu le même résultat que ma commune, la commune 4. Vous voyez un peu le paradoxe. Il ne peut pas, des gens qui t'ont aidé à venir en deuxième position, chez toi, chez lui, à la communauté urbaine de Tilabéry, il a eu 4000 et quelques voix. Et nous, à la commune 4, nous avons fait 4000 et quelques voix. Donc vous voyez, il ne peut pas... C'est dommage quand même que les gens il s'est auto-exclu lui-même à travers l'acte qu'il a posé. Autre actualité, M. Keita, c'est l'attaque dont avait été victime la résidence du président de l'Assemblée nationale dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 février 2014 aux environs de minuit. Le parti a exprimé ses vives inquiétudes quant à la menace permanente qui plane sur le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Cette menace était réelle? L'attaque du domicile du président de l'Assemblée, je l'ai suivi sur vos ondes, j'ai entendu le sieur Soumane Sanda expliquer que la balle était à 2 mètres du lit, a passé, je crois, à 2 mètres du lit du président de l'Assemblée. Encore dans un élément que vous avez à faire, le rapport de la police nous parle de la chambre de la bonne. Sincèrement, vu le respect que j'ai pour nos téléspectateurs, je préfère ne pas me prononcer sur cette affaire, cette histoire de lit, je préfère me taire. Et selon vous, M. Keita, est-ce qu'il est acceptable qu'un membre du gouvernement s'exprime à travers des accusations graves d'ethno-régionalisme et de sédition contre de grands responsables politiques et hommes d'État? Je ne trouve rien d'anormal dans cela. Il aurait dû même faire mieux, les prendre par rapport aux propos qu'ils ont tenus. Comme ça a été le cas de la presse? Bon, le cas de la presse, il y a une loi qui est là, je ne vais pas me lancer dans ce débat. Pour conclure, M. Keita, quelle analyse faites-vous de la gestion de la 7e République? La gestion du président de la 7e République, je pense que tout va bien. Il y a des personnes qui sont sorties ouvertement. Un groupe est sorti pour nous dire qu'ils se retrouvent avec une coquille vide, voilà pourquoi ils s'en vont. Donc, des gens qui souhaitent diriger ce pays, nous parlant de coquilles vides, et certains s'associent avec ceux qui disent qu'ils quittent le gouvernement parce qu'ils ont des coquilles vides. Donc je ne fais aucune différence. Ils sont tous dans le même bateau. Et je pense qu'ils doivent, quand on a le courage de dire certaines choses, il faut aussi avoir le courage de s'assumer. Ils se sont retirés, mais qu'ils laissent les gens travailler. Et je pense que le gouvernement doit prendre toutes ses responsabilités. Je l'ai dit déjà une fois ici, ils ont eu à dire que des députés ont été corrompus. Non, ils ont fait une déclaration et je reviens là-dessus. Non, les gens doivent prendre... Quand on avance ce genre de trucs, on pense qu'au niveau de notre assemblée, il y a des corrompus. Si maintenant il y a des corrompus, eh bien, que ceux qui ont les preuves portent plainte. Sinon, ceux qui sont accusés doivent aussi porter plainte pour mettre fin à ce débat. Et ça, ils rendront un grand service à ce pays. Et je lance un appel... Je profite pour lancer un appel à la jeunesse surtout, de ne pas se laisser divertir par une classe politique qui ne pense qu'à ses propres intérêts.
nous avons choisi de soutenir, nous, le président de la République. Nous sommes dans le gouvernement de la 7e République. Nous prenons part, nous allons le soutenir selon le moyen que nous avons. Et nous irons jusqu'au bout de notre soutien. Et nous le faisons pour l'intérêt supérieur de la nation. Moussa Keita était donc interrogé par Rachida Altine. Suite de ce journal, le réseau comptable du Trésor, c'est le thème de la journée d'information organisée par le syndicat national des agents du Trésor. Une journée débutée ce matin et qui vise à édifier les agents du Trésor sur le rôle du réseau comptable de la dite institution. Mariama Soumana. Organisée par le syndicat national des agents du Trésor en collaboration avec la Cour des comptes, cette journée d'information sur le réseau comptable du Trésor a réuni, outre les agents du Trésor, ceux de l'impôt et de la douane. Une journée d'échange qui vise à édifier les participants sur le rôle et les attributions du réseau comptable, conformément au nouveau règlement général de la comptabilité publique au Niger. En application de la directive numéro 07-2009 de l'UEMOA, le gouvernement a, suivant décret 2013-083/PRN/MF du 1er mars 2013, a adopté le nouveau règlement général de la comptabilité publique au Niger. Au terme de l'article 20 de ce décret, les comptables des administrations financières peuvent être organisés en réseau de postes comptables comprenant des comptables supérieurs ou subordonnés, principaux ou secondaires, distincts du Trésor dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Les opérations des comptables des administrations financières sont centralisées dans les écritures du Trésor. Depuis l'avènement de ce nouveau texte, dont le fondement réside dans l'harmonisation du cadre juridique des finances publiques au sein de l'UEMOA, en vue d'une meilleure convergence vers les réformes, on assiste à des diverses interprétations des dispositions contenues dans le présent décret. Procédant à l'ouverture des travaux, le ministre des Finances a vivement salué le SNAT pour cette initiative avant d'exhorter les participants à plus de responsabilités. Je crois que nous avons raté le coche dès le départ. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'était agi d'installer effectivement un réseau comptable, nous avons commencé par dire les receveurs des douanes ou les receveurs des impôts, on va prendre des agents des impôts, on va prendre des agents des douanes, on va les former pour qu'ils soient des comptables, pour ne pas dire des receveurs. En principe, en réalité, même dans ces administrations, c'est le Trésor qui envoie des comptables au niveau des structures des impôts, au niveau des structures douanières. Et cela en vertu du respect de la séparation des pouvoirs entre l'ordonnateur et le comptable. Un douanier a beau être receveur, il est douanier. Le chef de bureau est douanier. Donc il y a une certaine hiérarchie, d'autant plus que c'est un corps paramilitaire. Et s'il se trouve que le chef de bureau est plus gradé ou plus ancien, qu'il le veuille ou non, le receveur va avoir un certain égard, un certain respect. À travers cette journée d'information, le syndicat national des agents du Trésor réaffirme son engagement à aller dans une approche d'ouverture orientée vers les bonnes pratiques administratives et une bonne gouvernance financière. Merci Mariama Soumana. Et puis je vous rappelle que vous pourrez également suivre en partie magazine de ce journal l'intégralité du discours prononcé par le ministre des Finances à l'occasion donc de l'ouverture de cette journée d'information des agents du Trésor. Le REGA, c'est donc le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Eh bien, le REGA a animé ce matin un point de presse à son siège. Objectif, faire la restitution des conclusions de l'atelier du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement de l'Afrique, tenu à Cotonou, au Bénin, du 18 au 20 février 2014. Le compte-rendu de Yima Saïbou. Ce point de presse du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement s'inscrit dans le cadre de la restitution de l'atelier du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement de l'Afrique de l'Ouest tenu à Cotonou du 18 au 20 février 2014. Effectivement, comme vous le savez, du 18 au 20 février dernier s'est tenu à Cotonou au Bénin un atelier régional sur le plaidoyer, communication et suivi des engagements.
un atelier qui a été financé par WSSIC, qui est un partenaire stratégique du réseau ouest-africain des journalistes pour l'assainissement basé à Genève, et qui a regroupé plus de 40 journalistes venus de 15 pays membres de ce réseau. Et vous savez que ce réseau, nous occupons le point focal partenariat et mobilisation de ressources en Afrique de l'Ouest. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Vous savez, à un an justement de l'échéance des OMD, les journalistes de l'Afrique de l'Ouest portent un regard critique sur effectivement les progrès accomplis par les gouvernements africains en matière d'accès à l'eau potable et d'hygiène et d'assainissement. Au cours de cette rencontre de Cotonou, tous les participants ont été d'accord, ont été unanimes sur qu'aucun progrès n'a été réalisé dans le cadre des OMD en Afrique de manière globale. Donc chaque pays pense que c'est dans son pays qu'il n'y a pas eu des avancées, mais malheureusement, au cours des échanges, on avait compris que c'est pratiquement tous les pays sensiblement qui n'ont pas fait des avancées significatives en termes d'avancement dans les OMD. Soulignant l'importance de l'eau, le président du REGEA appelle les gouvernements à honorer les engagements pris. D'ici 2030 ou 2020, il faut que chaque Nigérien, chaque Africain ait accès à l'eau potable et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement. Également, il a été relevé d'ici 2020 et 2030 qu'il y ait de l'eau disponible dans toutes les écoles africaines, dans toutes les écoles également nigériennes. Et qu'il y ait également de latrines partout à l'école, qu'il y ait de l'eau et de latrines publiques partout pour qu'il y ait effectivement une réduction des maladies. Parce que nous avons compris que le développement ne peut se faire sans l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement. Il a été rapporté que chaque jour que Dieu fait, 1600 enfants meurent de suite justement des maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement parce qu'ils sont des maladies qui sont liées à l'eau insalubre. Donc, il est également dit qu'un rapport mondial qui a également rappelé que chaque jour, il y a 800 millions de femmes qui, en tout cas, ont leurs règles. C'est-à-dire 800 millions de femmes qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau disponible, qui ne vont pas au travail parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas de latrines adaptées, et qui ne vont pas au marché. Donc l'économie mondiale est freinée. Il est important, en post-2015, qu'on se soucie effectivement, qu'on prenne les dispositions nécessaires pour que chaque Africain, chaque, en tout cas, pays ait accès à ces dispositifs d'eau potable, ou justement, qui ait accès à l'eau et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement. L'eau étant une denrée très précieuse, le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement s'engage dans cette lutte noble afin de porter plus haut la voix des sans-voix, notamment les populations pauvres, surtout rurales, afin qu'elles puissent accéder à l'eau et aux services d'hygiène et d'assainissement. À présent, je vous invite à découvrir les offres et services de la compagnie de téléphonie mobile Sahelcom, une compagnie qui répond aux attentes de ses clients par des offres aussi riches, intéressantes que diversifiées. Regardez. Permettre aux Nigériens de s'approcher à temps réel et à moindre coût du monde entier, et cela à tout lieu du territoire national, cela fait partie des missions fondamentales de la sahélienne de communication qui innove chaque jour son réseau dans le seul souci de satisfaire sa clientèle. Notre objectif ou mission est de contribuer à démocratiser l'accès aux services de téléphonie mobile au Niger, c'est-à-dire rendre les nouvelles technologies de l'information et de la communication accessibles à la grande majorité des Nigériens à des tarifs très abordables, c'est-à-dire qui tiennent compte du pouvoir d'achat du Nigérien ordinaire. Je vous souviens que nous sommes les premiers à offrir les bonus 100%, 200% et 300% sur notre réseau, à lancer les forfaits illimités en appel de navigation Internet et SMS, et récemment aussi à mettre sur le marché le tarif unique très abordable d'1 franc la seconde vers tous les réseaux, c'est-à-dire tous les opérateurs du Niger. Ces innovations sont également valables en appel, en Internet et même en SMS vers tous les réseaux du Niger. Sahelcom, dans sa vocation de permettre aux abonnés de communiquer à moindre coût, est le premier opérateur à mettre à la disposition de la clientèle des forfaits illimités. Ces forfaits nous permettent de répondre de manière efficace aux désirs des populations à communiquer avec leurs proches. Sahelcom répond également aux attentes des Nigériens, et cela à chaque événement, à chaque occasion, une nouveauté.
Voulez-vous connaître la pharmacie de garde et son emplacement précis? La Sahélienne de communication vous offre cette aubaine et bien d'autres. Les services à valeur ajoutée sont destinés à la clientèle dans le but de profiter pleinement de l'utilisation de leur téléphone mobile à travers des services spécifiques. Nous accompagnons le client à tout moment pour satisfaire leurs besoins. C'est dans ce cadre que des services comme la consultation et l'emplacement des pharmacies de garde, des services de culture et d'information islamique sont proposés aux clients pendant la période de Ramadan. Sahelcom, dans son approche hautement sociale, a pensé à la bourse de l'étudiant nigérien dans son ensemble, avec encore un autre forfait bien taillé sur mesure. Ce forfait permet aux étudiants de pouvoir communiquer entre eux et à moindre coût. Il leur permet de garder un contact permanent et de consolider le lien dans le monde estudiantin du Niger. Avec Sahelcom, la liberté est vraiment permise à tous les clients, non seulement de maîtriser, mais aussi de gérer d'une façon rationnelle le budget de communication et son temps. Et à ce niveau, la flotte prépayée répond à ces exigences. Innover afin de faciliter et de simplifier la vie des abonnés en leur permettant d'accéder eux-mêmes à certains services. Le prépaiement par syntaxe de la flotte permet aux clients de renouveler le service sans pour autant se déplacer vers une structure Sahelcom. Il permet aussi aux clients de maîtriser et de bien gérer le budget de communication. Pour être plus que jamais un outil de développement fiable et accessible à tous les Nigériens, où qu'ils soient à travers le territoire national, Sahelcom vous donne une fois de plus la chance du siècle qui vous permettra d'être toujours en ligne avec vos proches. En termes de projets ou de perspectives, en 2014, nous comptons nous rapprocher davantage de la population nigérienne pour répondre aux attentes des consommateurs, en continuant à assurer une bonne qualité du réseau, en élargissant la couverture du réseau de nouvelles localités, en lançant de nouveaux services à valeur ajoutée, en améliorant notre visibilité et notre communication et la disponibilité de nos produits, et en contribuant davantage aux œuvres sociales et caritatives au profit de la population nigérienne. Une première dans le monde de la communication dans notre pays et même à travers le monde. 1 franc la seconde vers tous les réseaux est une tarification simple et à moindre coût destinée aux clients pour satisfaire leurs besoins en communication. C'est une grande première sur le marché de la téléphonie mobile au Niger. C'est une offre accessible à tous, sans distinction de catégorie, sans plage horaire et sans souscription où vous ne payez que ce que vous consommez. Par cette offre exceptionnelle de 1 franc la seconde vers tous les réseaux, nous continuons toujours à avancer dans notre vocation qui est celle de fournir aux populations les tarifs les plus abordables du marché. Démocratiser l'accès de la communication au Niger avec un tarif raisonnable, se rapprocher davantage des Nigériens avec un réseau fiable. Bref, les défis sont énormes et impossible n'est jamais nigérien, impossible ne sera jamais Sahelcom. Tout défi sera Inch'Allah relevé au profit d'un Niger de développement et de paix. Ainsi, nous nous engageons à accompagner le Niger sur la voie du développement en vulgarisant et démocratisant l'accès aux technologies de l'information et de la communication à des tarifs qui défient toute concurrence. C'est pourquoi j'invite la population nigérienne à adhérer massivement au réseau national Sahelcom pour communiquer en toute liberté et à des tarifs les plus bas du marché. Et puis nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée, comme je le disais, à l'intervention du ministre des Finances, M. Gilles Bailly. C'était ce matin à l'ouverture des travaux entrant dans le cadre de la journée dite d'information organisée par le syndicat national des agents du Trésor. Très bonne réception, au revoir. Comptables du Trésor, tous les comptables sont des comptables secondaires. Je crois que nous avons raté le coche dès le départ. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'était agi d'installer effectivement un réseau comptable, nous avons commencé par dire les receveurs des douanes ou les receveurs des impôts, on va prendre des agents des impôts, on va prendre des agents des douanes, on va les former pour qu'ils soient des comptables, pour ne pas dire des receveurs. En principe, en réalité, même dans ces administrations, c'est le Trésor qui envoie des comptables.
au niveau des structures des impôts, au niveau des structures douanières. Et cela en vertu du respect de la séparation des pouvoirs entre l'ordonnateur et le comptable. Un douanier a beau être receveur, il est douanier. Le chef de bureau est douanier. Donc il y a une certaine hiérarchie, d'autant plus que c'est un corps paramilitaire. Et s'il se trouve que le chef de bureau est plus gradé ou plus ancien, qu'il le veuille ou non, le receveur va avoir un certain égard, un certain respect. Quand vous prenez au niveau de la direction générale des impôts, c'est pareil. Les receveurs, en fait, ils viennent d'où? C'est des receveurs de domaine qu'on a transformés en comptables. On a regroupé, on a créé la direction générale des impôts par le regroupement de différentes directions qui existaient, les domaines, les contributions, le cadastre, c'est-à-dire on a fait un conglomérat, mais on n'avait pas bien réfléchi sur l'organisation même de la structure. Ce qui fait que vous avez toujours aujourd'hui les inspecteurs des contributions, les inspecteurs des domaines, les ceux du cadastre. Et même lorsqu'on veut confier des responsabilités à des gens, on est obligé de tenir compte de cet équilibre. Parce que sinon, si vous ne mettez personne du cadastre comme directeur, les ingénieurs vont crier. Ainsi de suite. Donc je disais qu'on a raté le coche dès le départ. Ben, comme on dit, ce qui est dit, ce qui est fait. Maintenant, il vous appartient de vous organiser, de vous entendre et de construire un réseau. Je crois que l'objectif des uns et des autres, n'est-ce pas, c'est l'avenir de ce pays. Donc, il est vraiment vain, inutile de se tirailler, c'est moi ceci, c'est moi cela, pour que chacun soit à sa place, fasse son travail correctement, n'est-ce pas, et soit rémunéré en conséquence de tout ce qu'il mérite. C'est ça que je suis venu vous dire, pour vous dire qu'au-delà du syndicalisme, je pense qu'aujourd'hui, un syndicalisme, j'étais heureux d'entendre que ça va être un syndicat donc dynamique, n'est-ce pas, avec une nouvelle approche, qui n'est pas le syndicalisme de tiraillement. Pour un oui, pour un non, on va en grève. Non. Je pense que un syndicat doit également quelque part, il doit être responsable. Un syndicat s'occupe des intérêts matériels et moraux de ses affiliés, automatiquement. Mais si vous détruisez la structure, je ne vois pas comment vous pouvez sauvegarder ces intérêts-là, parce que la structure est détruite. Donc d'abord une bonne cohésion entre vous et une bonne cohésion entre les régies financières. Le monde marche aujourd'hui, tout est en train d'être rationalisé, tout est en train de suivre le progrès, n'est-ce pas, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je suis allé il y a un mois et demi au Rwanda. C'est une expérience que je voulais faire partager ici. Je regrette de n'avoir pas amené un agent du Trésor. Mais c'est une mission que le président de la République m'a confiée lorsque, à Kuwait City, il a rencontré le président Kagame. Et ils ont convenu, ils ont discuté. Maintenant, c'est le problème permanent qui omnibule le président de la République, c'est le niveau de consommation des crédits. Alors, chaque fois qu'il a l'occasion, avec des chefs d'État, il en parle. Et le président Kagame du Rwanda lui a dit qu'en tout cas, eux, à leur niveau, ils ne se plaignent pas. Ils ont atteint un niveau vraiment très honorable, très respectable. Et donc, il m'a dit, sur place, de prendre contact avec le ministre des Finances pour envoyer une mission. Et nous sommes allés. J'ai pris quelqu'un de la défunte DGCMP, quelqu'un du budget et quelqu'un de la direction générale du contrôle financier. C'était une mission de prise de contact et d'échange d'expérience, si on peut dire, parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que nous, en un laps de temps aussi court, parce qu'ils ont tout commencé après le génocide. Et si je devais résumer ce que j'ai vu, je vous dirais que si on avait fermé les yeux et qu'on mettait dans la salle de
de l'Office rwandais de ressources financières et que j'ouvrais les yeux dans cette salle, je me croirais dans un pays développé, en Europe. Parce que tout est informatisé. Et là-bas, ils ont fusionné la Direction générale des impôts et les douanes, donc il n'y a pas de douane, donc c'est la même chose. Mais à la minute où vous achetez une marchandise dans un magasin, ils ont des appareils, la TVA est facturée, elle est automatiquement enregistrée au niveau central. Et ils fonctionnent sur la base, on leur remet les 3,5% de ce qu'ils recouvrent pour leur fonctionnement, tout compris, salaire, indemnité, etc., etc. Et conséquence, pour dire comment ils sont vraiment en avance, ils sont informatisés, le Trésor a un maximum de 10 jours pour payer tout ce qu'il a à payer. 10 jours. Il y a 8 personnes au Trésor. Et quand un paiement est fait par la Banque centrale, c'est la Banque centrale qui fait le paiement, vous pouvez, avec votre cellulaire, consulter, on vous dit vous êtes payé, si c'est le salaire, si c'est les fournisseurs, etc. Et quand vous arrivez aux finances, il n'y a pas de visiteurs. Non, il n'y a personne, il n'y a que les agents des finances. Donc tout est informatisé. Alors c'est pour vous dire qu'il faut également regarder dans cette direction. Il ne faut pas croire que vous êtes agent du Trésor, isolé, vous êtes agent des impôts, isolé, vous êtes agent des douanes, isolé. Non, c'est la même famille. C'est la même famille, vous n'avez pas à vous tirailler, vraiment il n'y a pas de quoi se tirailler. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. La primauté de la comptabilité appartient aux agents du Trésor. Ça, il faut que tout le monde l'accepte, c'est comme ça, et c'est vers ça qu'il faut aller. Donc, c'est ça que je voulais dire, principalement. Vous prenez la responsabilité, vous assumez. Vous assumez. Quand dans votre service, un agent, même à votre insu, commet des bêtises, vous êtes responsable, parce qu'il est sous vos ordres. Alors, monsieur le SNAT, c'est bien que vous ayez organisé cette rencontre aujourd'hui sur le réseau comptable, mais je pense que je vous prends au mot, n'est-ce pas? Je vous prends au mot et dans cette démarche d'ouverture, il faudrait qu'on songe également à la structure. Mais comme je vous l'ai dit, si vous perdez la structure, vous perdez vos agents. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, mais que chacun s'en tienne à son rôle. Chacun s'en tienne à son rôle. Parce que depuis un certain temps, on voit des revendications, en fait, que le directeur général du Trésor, si je prends le cas du Trésor, aurait dû faire, ou qui doit émaner du directeur général du Trésor, ou directeur général des impôts, ou directeur général des douanes. Donc, chacun reste dans son rôle. Il faut qu'on évolue vers un syndicalisme, n'est-ce pas, dynamique, n'est-ce pas, et qui également, en plus des intérêts matériels et moraux de ces militants, pense également aux intérêts de la structure elle-même. Comme je l'ai dit, si elle vit bien, les autres vont vivre bien. Si elle vit mal, les agents vont vivre mal. Et vraiment, il ne faut pas qu'il y ait également cette stratification, trésor, douane, impôt, non. Moi, pour moi, c'est la même famille. Dans tous les cas, ce que quelqu'un fait de bien dans une des structures, l'autre va en bénéficier d'une manière ou d'une autre, que ce soit directement ou indirectement. Donc je crois que c'est vers là qu'il faut aller. Encore une fois, je voudrais féliciter le syndicat national des agents du Trésor de cette initiative. Je souhaite qu'elle se poursuive et je souhaite que les autres également, syndicats, s'associent à vous pour venir assister à cette formation, à cette information, et pour que les choses soient bien comprises. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de lutte d'intérêt entre les différents syndicats. Il y a de luttes pour consolider vos différentes administrations et pour aller de l'avant.